Bonjour à tous et merci du coup d'être présent pour ce webinaire sur la cybersécurité et en l'occurrence sur l'EDR et le SOC. C'est deux sigles dont on entend beaucoup parler et aujourd'hui on va essayer comment dire, voilà, de dégrossir en fait ces sigles et de comprendre en quoi ils peuvent avoir une utilité ou non d'ailleurs dans votre structure. Est-ce que quelqu'un pourrait juste me confirmer qu'on m'entend correctement? Vous avez un système pour poser des questions, si vous pouvez éventuellement l'utiliser, s'il vous plaît. Euh, donc c'est OK. OK. Donc, on va parler un petit peu du contexte cyber. Je vais juste regarder la réponse. OK, super. Bah, merci beaucoup. Alors, juste faire un point de contexte sur la partie cyber, parce que pour comprendre en fait le rôle de l'EDR dans une organisation, il est nécessaire en fait de s'intéresser à comment fonctionne aujourd'hui la piraterie. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ensemble comment s'y prend un pirate en 2024 vraiment pour attaquer une structure. Quelles sont les attaques modernes? Qu'est-ce qui fait que bah, l'antivirus en fait n'est plus suffisant? Ensuite, on va regarder comment fonctionne un EDR. Et puis, en dernier lieu, on va s'intéresser à ce que c'est que le SOC. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit saut dans l'univers de la piraterie. Et pour ça, en fait, ce qui va être pertinent, c'est de prendre un petit peu de recul. Euh, il y a à peu près 4 ou 5 ans, euh, la piraterie, c'était quelque chose qui était pratiqué par une personne polyvalente, avec quelques ressources techniques, et seule. Euh, En l'espace de 5 à 7 ans exactement, on a vu un essor énorme de l'efficacité de la piraterie. Pourquoi est-ce qu'on a un gain en efficacité? En fait, il s'est passé en l'espace de 5 à 7 ans quelque chose dans l'univers de la piraterie qu'on pourrait en fait comparer à ce qui s'est passé pendant notre révolution industrielle dans l'industrie. C'est-à-dire que les différents services, si on peut appeler ça comme ça, différentes spécialisations dans la piraterie, se sont spécialisées. C'était plus une personne qui faisait tout en même temps. En fait, on a des groupes de pirates qui vont être spécialisés dans la détection de failles sur des systèmes existants, Windows, Linux ou iPhone, Android, tout ça. Donc vous avez des groupes de pirates qui se spécialisent dans la conception de logiciels, d'autres qui vont se spécialiser dans le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, d'autres encore qui vont concevoir des outils marketing pour la piraterie. Ça peut être par exemple même des call centers pour que quand on vous envoie un ransomware, vous puissiez en fait avoir un numéro d'assistance pour savoir comment payer la rançon. Le problème de ça, c'est que en fait, on a avec cette spécialisation un essor énorme de l'efficacité et de la technicité des attaques. Aujourd'hui, dans le monde, et encore ces chiffres datent d'il y a au moins 2 ans, la piraterie génère des volumes d'affaires qui sont absolument énormes. On voit ici que la piraterie est devenue le premier marché criminel de la planète, dépassant largement la drogue, puisqu'on est à 3 fois le volume d'affaires, le chiffre d'affaires, si on peut appeler ça comme ça, de la drogue. Et on peut même s'apercevoir que dans certaines zones chaudes, on va dire, qualifiées de chaudes ou de zones tendues en France ou dans d'autres pays, ceux qui étaient avant des dealers se mettent aujourd'hui à faire de la cybercriminalité puisque ça rapporte plus et ils prennent généralement moins de risques dans cette démarche. Le problème aujourd'hui qu'on constate, c'est que nous, entreprises, PME françaises et européennes d'ailleurs, on a tous des outils de défense qui datent d'il y a à peu près 5 ans. C'est-à-dire qu'on a des outils de défense qui étaient adaptés pour un contexte
qui n'est pas du tout le contexte actuel et qui sont des outils qui sont pas du tout adaptés à lutter contre la technicité des attaques d'aujourd'hui. Deuxième fait marquant, je prends un graphique qui est volontairement pris en 2020. Ce graphique il nous a été fourni par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information, qui est un peu le référent français en termes de cybersécurité gouvernementale. Et il nous montre en fait la typologie des cibles d'attaque. En l'occurrence, on peut voir la partie violette à gauche qui montre les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, 24%. Ça, c'est en 2020. Ensuite, en bleu, on a les collectivités territoriales et locales, plutôt du public. Et puis, 34% pour la PME. Pourquoi je l'ai pris en 2020? C'est parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé entre 2020 et 2021. Donc, cette période correspond à la période du Covid. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on voit un report très net des entreprises, enfin des attaques sur les grandes entreprises vers la PME, qui se trouve maintenant être devenue depuis 2021 la cible numéro 1 de la piraterie. C'est un problème parce que beaucoup d'entreprises PME, c'est-à-dire des entreprises, on va dire, aller entre 0 et puis 300, 600 salariés, se disent que elles ne sont pas la NASA et que la piraterie ne s'attaquera pas à elles parce qu'elles ne sont pas assez importantes. Malheureusement, les statistiques nous montrent que ce qui s'est passé ici, c'est que les grandes entreprises qui ont vu l'hostilité de la piraterie gagner en efficacité se sont rapprochées d'industriels et se sont sécurisées, donc elles sont plus difficiles à attaquer. Les collectivités territoriales, c'est étatique, donc généralement ils ne payent pas de rançon, donc on peut voir en fait qu'il y a un report vers les PME, puisque les PME finalement en France et en Europe, de manière générale, il y a de l'argent dedans, ce sont des PME qui sont plutôt aisées, mais en plus de ça, on a un deuxième sujet, c'est que ces PME ont des moyens de défense qui sont généralement amortis sur de très longues durées et donc obsolètes, donc plus faciles à attaquer. Maintenant, si on s'intéresse à comment s'y prend un pirate pour attaquer, c'est à partir de là qu'on pourra comprendre comment fonctionne en fait et pourquoi on a besoin d'un EDR. En fait, si on regarde de plus près, je vais juste déplacer un outil, voilà. Si on regarde de plus près, quand il y a une attaque, nous, en fait, ce qu'on voit souvent, on intervient en cellule de remédiation. C'est-à-dire qu'on intervient sur des entreprises qui se sont déjà fait attaquer. Et lorsque c'est le cas, bon, malheureusement, c'est un peu dramatique parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On peut simplement les aider à analyser ce qui s'est passé, les aider à gérer la relation avec la police. Et généralement, bon, les choses sont quand même assez catastrophiques, puisque du coup, il s'agit de perte de données importantes, paralysie d'entreprise ou choses comme ça, voire exfiltration de données. Mais dans l'analyse des données, ce qu'on remarque dans l'analyse des attaques, c'est qu'il y a un mode opératoire qui revient très souvent. Et ce mode opératoire, généralement, il ressemble à ça. Vous allez avoir une première phase, en fait, qui va être une phase de reconnaissance par le pirate. Le pirate va aller sur le dark web, donc en fait un web qui est indexé, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas, qu'on peut pas, auquel on peut pas accéder avec Google en fait. Et sur ce web un peu planqué, ils vont pouvoir acheter des bases de données. Ces bases de données, en fait, ce sont des bases de données qui contiennent soit par exemple des mots de passe volés, soit par exemple des adresses IP d'entreprises, derrière lesquelles ont été repérées des failles par des robots qui, eux, ces robots sont totalement aveugles. C'est-à-dire qu'ils ciblent pas que vous soyez un architecte ou un comptable. Eux, ils passent d'IP en IP, ils font des scans et puis ils remontent des failles. Et avec cette base de données, le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller un petit peu plus loin. Il va commencer doucement à cibler son attaque, c'est-à-dire qu'il va faire de l'ingénierie sociale. Il va regarder, par exemple, sur LinkedIn, voilà, telle adresse IP que j'ai collectée dans ma base de données, elle correspond à telle entreprise. Et je vais regarder qui est le dirigeant, qui est le directeur administratif et financier, qui est l'ARH ou le RH, et qui est le directeur système d'information, directeur informatique.
Une fois qu'il a ces informations-là, on voit aussi assez généralement que en fait nos pirates vont, enfin nos pirates, je parle des pirates de nos jours, hein, vont exploiter des choses qui existaient moins avant. Et c'est ça qui les rend plus dangereux qu'avant. Ce qu'ils vont exploiter, ils vont exploiter des distributions comme Kali Linux, ou maintenant on appelle ça Kali. Donc Kali, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution israélienne, si je dis pas de bêtises, qui est un système d'exploitation de pénétration. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si vous aviez Windows, mais un Windows dans lequel vous avez des modules d'attaque qui sont préprogrammés pour faire gagner du temps aux pirates. Alors évidemment, le but de ce système-là, c'est pas d'aller faire du piratage. Théoriquement, le but de ce système-là, c'est d'apporter des outils pour analyser en fait les surfaces d'attaque, les surfaces d'exposition plutôt d'une entreprise. Mais la piraterie s'en sert bien sûr du côté dark de la force. Et à partir de ces systèmes-là et de d'autres systèmes assez sophistiqués mais qui sont aussi très accessibles comme Metasploit, votre pirate il va être capable de construire des attaques qui n'utilisent plus de logiciel. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence entre pourquoi est-ce qu'avant vous aviez un antivirus et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous martèle en fait que l'antivirus n'est plus suffisant. Un antivirus, ça permet d'arrêter un logiciel malveillant. Et là, on est en train de parler d'attaques qui utilisent d'autres procédés que le logiciel. Donc un antivirus sera incapable de le voir. Donc avec ces outils-là, le pirate va être capable de créer ce qu'on appelle un payload. Et un payload, c'est un système, c'est une instruction qui va être encodée. Elle va être encodée de manière à ce que justement on ne puisse pas du coup la décrypter, par exemple, via un antivirus ou quoi. Ce payload, c'est une instruction qui va être embarquée dans un document actif. Ça peut être une vidéo, par exemple. Ça peut être un PDF. Ça peut être une image. Et puis, une fois que ce payload est construit, à partir des failles du coup, qu'il a pu récupérer sur votre infrastructure, ce payload, il va l'envoyer généralement dans l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'il peut l'envoyer? Par exemple, il pourrait envoyer un CV à votre RH, à votre service RH. Et là, c'est là tout le vice de l'attaque, c'est que avant, on avait des fausses factures, on avait par exemple un PDF qui arrivait chez le directeur administratif financier ou chez le comptable. On cliquait dessus et puis on se prenait un ransomware et on voyait tout de suite qu'on était attaqué. Là, la différence, c'est qu'en fait, le monsieur, votre directeur RH ou votre directrice RH, quand elle va ouvrir en fait le PDF, donc le CV, d'une personne, en fait, il va se passer quelque chose sur son poste, mais ça va être transparent. Donc là, l'interlocuteur va éventuellement voir le CV s'afficher, hein, se dire que ce CV n'est pas forcément adapté aux besoins de l'entreprise, et puis passer à autre chose. Sauf que au moment où il a fait ça, donc il a reçu généralement en fait ça par mail, dans 73% des cas, qu'est-ce qui va se passer? Le pirate, en fait, lui, il a pu, grâce à cette instruction, construire en fait un tunnel de commande vers le poste dont il voulait prendre le contrôle. Et ce tunnel de commande, il va lui permettre de faire absolument tout ce qu'il veut. Il va permettre, par exemple, de voir qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Il va permettre de passer des lignes de commande sur la machine de manière à, par exemple, supprimer des données ou exfiltrer de la donnée, ainsi de suite. Et une fois qu'il a la commande sur un poste, lui, en fait, son objectif, c'est qu'il va se déplacer latéralement vers d'autres ordinateurs pour atteindre des ordinateurs beaucoup plus sensibles, des machines beaucoup plus sensibles qui l'intéressent particulièrement. Ces machines beaucoup plus sensibles, ça va être les serveurs, ça va être les systèmes de sauvegarde. Parce que s'il arrive à compromettre à la fois vos serveurs, vos postes et vos sauvegardes, il a tout gagné parce qu'il sait que quand il va demander une rançon, il sera quand même beaucoup plus en position de négocier que vous. Et à chaque fois qu'il se déplace, généralement, il procède en même temps à de l'exfiltration de données. Donc, il va récupérer des données sur éventuellement votre clientèle, sur vos RH, si vous êtes avocat, ça peut être sur des affaires en cours. Si vous êtes, je sais pas, comptable, ça peut être la comptabilité de vos clients et ainsi de suite. Et cette dernière vignette, elle aurait dû être mise en fait au fur et à mesure du reste. Elle n'arrive pas à la fin.
Tout au long en fait de son opération, le pirate va introduire ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées, qui vont lui permettre, si jamais en fait on passe en remédiation derrière, c'est-à-dire si jamais il y a une équipe qui vient pour essayer de nettoyer ce qui s'est passé après, bah, ça va lui permettre de revenir sur le système d'information de l'entreprise. Cette dernière vignette, c'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entreprises parce que ça veut dire qu'une entreprise qui a été attaquée, statistiquement, on voit que 52% des entreprises qui ont subi une grosse cyberattaque, ils en subissent une deuxième en fait dans les 6 mois par le même groupe de pirates. Si on prend l'exemple d'un hôpital sud-parisien qui a été attaqué en août, enfin c'était en été 2022, ils se prennent un ransomware. Et puis, bah, du coup, il y a une demande de rançon, hein, il y a une cellule de remédiation. Ils cherchent à remettre l'hôpital en condition opérationnelle. Et puis, octobre, novembre 2022, le même groupe de pirates les contacte à nouveau et leur dit, bah, on a extrait, on a exfiltré une archive avec plusieurs gigas de données patients. Bon, bah, dans ce moment-là, en fait, l'hôpital a choisi ou non de payer la rançon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des données, une archive, en fait, a été publiée sur Internet. Donc, c'est gravissime hein, pour une structure médicale, puisque vous avez de la donnée patient qui se retrouve en fait sur Internet, ce qui veut dire que vous avez des patients bah, derrière qui sont concernés et qui peuvent aller en justice. Donc, les conséquences sont vraiment très, très problématiques. Et le sujet, c'est que cette attaque, on voit par rapport aux attaques d'avant, bah, elles n'ont plus en fait un impact visible dès leur arrivée. En fait, on voit que statistiquement, le pirate, il reste en infiltration pendant 5 mois. Ce qui veut dire, et je vous le souhaite vraiment pas, hein, que potentiellement, peut-être que parmi ceux qui sont présents dans ce webinaire et qui ont un système d'information à défendre dans leur entreprise, il est possible que un pirate soit déjà en fait en infiltration sur vos systèmes. Et ce problème, il est double puisque en fait aujourd'hui on met en place des cycles de sauvegarde journalières, hebdomadaires et tout ça, et que quand on a une cyberattaque et que le pirate bah, se manifeste, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de remettre le système en condition opérationnelle et on va remettre une sauvegarde de la veille, histoire de ne pas perdre trop de données, ou de l'avant-veille, ou de il y a une semaine. Mais quand ça fait 5 mois, bah, en fait, l'arbitrage, il est hyper dur parce qu'il s'agit soit de remettre une sauvegarde d'il y a 5 ou 6 mois pour être sûr que le pirate n'était pas encore là, euh, avec peut-être même une incertitude hein, sur le fait il était déjà là ou pas, et ou alors bah, du coup accepter qu'on reconstruit le système d'information avec finalement un pirate qu'on embarque avec nous et qui va pouvoir revenir à tout moment avoir des actions malveillantes. Donc une fois qu'on s'est dit ça, finalement, les conclusions, il faut les tirer dans la stratégie de défense. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'un pirate de nos jours, il est capable d'attaquer sans logiciel, avec de la ligne de commande. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est que finalement, les sauvegardes, ben, elles ne sont plus aussi protectrices qu'avant. Puisque avant, en fait, une sauvegarde, c'était le nerf de la guerre. On se faisait rançonner par un ransomware, bah, on remettait une sauvegarde et c'était réglé. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, il y a un vrai problème à ce niveau-là. On peut voir aussi que finalement, il y a des nouveaux fronts de cette cyberguerre au sein des entreprises. On se parle de services RH, on se parle de CV, on se parle de documents qui peuvent être actifs et qui sont transparents. Et j'en ai pas parlé ici parce que ça devient un petit peu technique. On se parle aussi de systèmes qui sont capables éventuellement d'endormir les systèmes de défense classiques de Microsoft, de Windows, c'est-à-dire le Windows Defender. Donc, à partir du moment où on se parle de ça, il y a un point à comprendre, c'est bah, qu'est-ce que va pouvoir faire le pirate une fois qu'il est sur le système d'information. Bah, je vais vous montrer ici. Je vais juste sortir une seconde de mon PowerPoint et puis je vais ici lancer un PowerShell. Et vous voyez qu'en fait, sur le PowerShell, là, je vais pouvoir passer une petite ligne de commande hein, que j'avais préparée. Vous voyez, ça m'a écrit en fait un document ici créé le 27/09/2024 à 14h52. Et en fait, ce document, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, si un shell peut écrire sur vos disques durs, il peut faire plein d'autres choses.
c'est juste un petit document texte, hein. C'était pour expliquer simplement qu'un pirate en ligne de commande, en fait, il a la capacité autant d'écrire sur nos disques durs que de faire plein de choses. Là, par exemple, je vous ai écrit une autre ligne de commande qui exploite un protocole qui s'appelle BitTransfer. Le protocole BitTransfer, il permet de transférer de la donnée, transférer des bits. Et du coup, on peut voir ici start bit transfer, source, une source sur mon disque dur et une destination distante. En fait, on va vers un serveur distant, transfert type upload. Donc, qu'est-ce que ça sert enfin, à quoi ça sert cette ligne de commande? Elle sert en fait à prendre de la donnée sur mon disque dur et à l'envoyer vers un serveur distant, donc à exfiltrer de la donnée. On peut inverser aussi ce protocole, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un pirate qui prend des choses sur un serveur distant, admettons par exemple des photos compromettantes, et qui viennent les dropper, les télécharger sur le poste d'une personne complètement lambda dans l'entreprise, mais en fait il attendrait de cette personne lambda derrière d'avoir des échanges pour pouvoir la faire chanter, pour pouvoir en fait créer une zone, enfin une cyberattaque plus impactante encore dans l'entreprise. C'est des cas qu'on peut voir de temps en temps. Il y a le protocole remove aussi, le protocole remove qui permet de supprimer des choses. Et en fait, vous avez généralement dans vos entreprises un logiciel qui s'appelle Vim, Vim qui est un logiciel de sauvegarde. Ça peut être d'autres, hein. Il peut y avoir Acronis, ou enfin voilà, c'est les logiciels de sauvegarde de manière générale. Ce que vous pouvez faire en interface, concrètement, en fait, votre pirate, il va être capable d'avoir le même type de possibilités. Si vous pouvez, au travers de votre interface, supprimer un jeu de données, qu'elle soit sur votre réseau local ou, et là je vais enfoncer une porte qui est rarement enfoncée, ou même si votre sauvegarde est externalisée chez un prestataire, et ben en fait votre pirate il va être en mesure éventuellement d'aller la supprimer. Et ça c'est extrêmement grave puisque ça veut dire que là où avant on avait des sauvegardes qui nous protégeaient et qu'on se pensait à l'abri par des sauvegardes externalisées, aujourd'hui en fait c'est possible d'aller la supprimer, y compris chez un prestataire distant. Alors petit point là-dessus juste avant d'aller vers l'EDR. Euh, Aujourd'hui, c'est pas une fatalité ce truc-là. Si vous voulez quand même avoir une sauvegarde qui est correcte, il faut que vous trouviez un prestataire qui fait de la sauvegarde externalisée immuable. La différence, en fait, c'est que il faut absolument externaliser une sauvegarde. Ça, c'est vraiment une préconisation qui est très très recommandée en cybersécurité. Donc, d'en avoir une qui n'est pas sur le même système d'information et qui n'est pas sur le même comment dire, le même réseau local aussi que le reste de l'infra. Mais l'immuabilité, en fait, ça va être un conteneur qui va être en lecture seule et que même votre prestataire ne sera pas en mesure d'effacer ou de compromettre, ni de modifier. Donc, le fait d'avoir une sauvegarde immuable vous protège un petit peu plus contre ce problème-là d'un pirate qui viendrait chercher à compromettre votre sauvegarde. Attention, ce qu'on est en train de se dire là, la sauvegarde immuable ne vous protège pas contre le fait que le pirate ait mis des backdoors pendant son attaque sur votre système d'information et que ces backdoors soient enregistrés dans les sauvegardes. La sauvegarde immuable, elle vous empêche simplement que le pirate vienne compromettre la sauvegarde en question, c'est-à-dire la modifier, la supprimer, alors que vous pensez en fait avoir une copie de vos données. Donc maintenant qu'on s'est parlé un petit peu de comment fonctionne la piraterie, qu'on connaît un peu mieux l'ennemi et le contexte, il faut qu'on parle un petit peu de comment est-ce qu'on s'en défend. Parce que c'est pas une fatalité, évidemment, à chaque fois que la piraterie fait un pas en avant, la cybersécurité essaie de faire aussi un pas en avant. Il va falloir comprendre en fait que il y a sur le poste, sur les machines, sur les serveurs, ce qu'on appelle les endpoints, donc les points de terminaison du système d'information. J'entre aussi là-dedans tout ce qui est par exemple smartphone, hein. Il va y avoir différents niveaux de protection. Le niveau de protection que vous avez généralement dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle un EPP. Donc on ne se parle plus d'antivirus, on se parle d'un système qui va faire de l'analyse comportementale sur votre ordinateur. Et là, c'est très important aussi de faire une distinction, parce que quand on parle d'analyse comportementale, parfois, en fait, il y a des EPP qui disent faire de l'analyse comportementale, qui disent faire de l'analyse comportementale et qui disent que du coup, ce sont des EDR. Et pourtant, c'en est pas. L'EPP, en fait, il va avoir pour rôle d'analyser tout logiciel qui vient rentrer sur l'ordinateur ou sur du coup un serveur ou un téléphone, un endpoint, hein, et de voir si ce processus, si ce logiciel est malveillant.
Mais on vient de voir en fait juste avant que le pirate aujourd'hui il est capable d'attaquer sans logiciel, avec une instruction qui est embarquée dans un document actif et qui, elle, est appelée à la volée en fait au moment de l'ouverture du document, et du coup le pirate attaque cette fois-ci en ligne de commande. Donc en fait l'EPP, aussi perfectionné soit-il, qu'il embarque du sandboxing, de l'analyse comportementale et de l'IA, comme on vous en parle souvent, il va pas être capable pour autant d'empêcher ce type d'attaque. Donc, c'est pour cette raison que on déploie aujourd'hui de l'EDR. Donc l'EDR, en fait, je vais définir les sigles. EPP, ça veut dire Endpoint Protection, protection du point de terminaison. EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. La vocation, la raison d'être de l'EDR, c'est non plus de détecter un logiciel malveillant en exécution sur la machine, puisque du coup, on a vu qu'on n'attaquait plus comme ça. Enfin, on attaque encore comme ça, mais qu'on a maintenant des attaques plus modernes qui en ont plus besoin. Euh, on va en fait sur le DR chercher à détecter carrément en fait un pirate en infiltration sur la machine. Et c'est en fait ce qu'il y a de plus dangereux, puisque à la différence d'un logiciel, quand vous avez un pirate qui vous a ciblé, ça veut dire que le gars est déterminé. Donc l'EDR, il va fonctionner de la manière suivante. Il va prendre du recul sur la machine et au lieu d'analyser simplement des logiciels qui arrivent sur la machine, il va regarder la configuration globale de la machine et son comportement. Si par exemple la machine, il y a des ports sur le firewall de votre ordinateur qui s'ouvrent et qui ne sont pas censés s'ouvrir, il va s'alerter. Si vous avez votre machine qui commence à se connecter à une IP suspecte, je sais pas, dans un pays un peu exotique, en Iran, en Irak, quoi, et que c'était pas prévu, il va là aussi s'alerter. Si sur la machine il y a des scripts qui passent, des lignes de commande qui passent en arrière-plan, et que ces scripts sont détectés comme étant potentiellement dangereux, évidemment il y a des paramétrages possibles pour éviter que vos scripts à vous soient mal interprétés. À ce moment-là, en fait, l'EDR, pareil, va se mettre en alerte. Et la particularité de l'EDR, c'est le R, le response, puisque en fait, l'EDR va être capable d'avoir une réponse instantanée sur l'ordinateur. Et cette réponse, en fait, elle va consister à couper Internet et le réseau local sur l'ordinateur. Alors, pourquoi est-ce qu'on coupe Internet sur l'ordinateur? C'est qu'on a vu qu'on avait un pirate qui interagit en ligne de commande avec l'ordinateur ou avec la machine. Donc déjà, couper Internet, ça l'empêche de continuer à passer ses lignes de commande. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'on coupe le réseau local? C'est parce qu'en fait, si jamais il y a un pirate qui est arrivé sur la machine et qu'il a réussi à désactiver, par exemple, l'EPP, il va pouvoir en fait après dropper un système malveillant sur la machine. Et l'objectif en fait de l'isolation de la machine, c'est d'éviter que ce logiciel malveillant contribue en fait à ce que l'attaque se propage sur d'autres machines de votre réseau. Donc le DR en fait, lui, il va avoir une action instantanée. Mais il faut avoir en tête que l'EDR, c'est très impliquant quand vous en déployez un, parce que un EDR qui est déployé sur toute une flotte et sur vos serveurs, donc sur une flotte de PC par exemple, et puis sur des serveurs, si demain en fait votre informaticien il est en vacances et que l'EDR en fait détecte quelque chose, et admettons que ça soit en plus quelque chose qui soit pas légitime, parce que ça peut arriver, qui détecte un faux positif, en fait votre EDR il va isoler éventuellement un serveur qui peut être super critique, qui empêche tout le monde de travailler à un moment qui est pas du tout opportun. Et en fait, c'est là qu'intervient le dernier sigle qui est le SOC. Donc le SOC, qu'est-ce que c'est? En fait, le SOC, c'est ce qu'on appelle le Security Operations Center. Un Security Operations Center, en fait, c'est un centre opérationnel de sécurité. En fait, c'est des humains. On a, on a beaucoup automatisé finalement les démarches de sécurité. On a construit des outils sophistiqués et tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de revenir de plus en plus en fait à de la surveillance humaine derrière. Donc en fait, le SOC, concrètement, c'est une équipe cyber qui est chez un prestataire informatique et qui a pour rôle d'analyser dès que l'EDR en fait a détecté quelque chose de dangereux et qu'il a isolé une machine. Ça va être donc le SOC va analyser cette alerte, va essayer de comprendre ce qui s'est passé et une fois qu'il a compris, il va faire un choix. Soit en fait il vous appelle et il vous dit il y a une cyberattaque, il va falloir appliquer des remédiations. Et le rôle du SOC s'arrête là, il va vous expliquer ce qui s'est passé et vous dire il faut une remédiation.
Puis après, éventuellement, vous faites les remédiations ou vous demandez au prestataire de faire les remédiations sur une prestation. Soit éventuellement, il va détecter ce SOC, cette analyse humaine, elle va détecter en fait ce qui a été isolé. La raison de l'isolation, ça a été un faux positif, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas réellement une cyberattaque. Et dans ces cas-là, il va traiter l'alerte et il va procéder à la désisolation du poste. Alors là, normalement, tout le monde ici, ou en tout cas toute personne qui a un peu de compétences techniques, devrait se poser une question. C'est comment est-ce qu'un SOC distant va être capable de désisoler un poste alors que ce poste, il est censé être coupé d'Internet. Donc je vais répondre à cette question, mais pour y répondre, je vais déjà vous montrer les coulisses. Donc en fait, là, on est vraiment dans les coulisses d'un SOC, c'est-à-dire qu'on va voir en fait l'interface de gestion utilisée par le SOC, par exemple ici chez ID-Line, hein, chez nous. Et donc là, on est sur le SOC d'une solution qui s'appelle WithSecure, hein, qui est en fait la filiale pro de F-Secure. Ici, en fait, on voit qu'il y a un poste qui a été attaqué. Et puis, ce poste, on voit un schéma d'attaque. Vous voyez le poste qui est là, et puis on voit un schéma d'attaque avec commande.exe, PowerShell.exe. Et puis, en fait, on voit tout en haut, là, il y a un risque grave, confiance élevée dans mon diagnostic à moi, EDR, et gravité élevée de ce qui est en train de se passer. On va aller un tout petit peu plus loin, et puis je vous promets que je vais répondre à la question que j'ai moi-même posée. Là, en fait, cette attaque, votre SOC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir du récapitulatif qu'on vient de voir ici, et puis il va passer en fait ici sur un niveau de détail plus détaillé. Et de cette manière-là, il va voir vraiment ce qui s'est passé. Vous voyez là, en fait, on a la ligne de commande qui est passée sur un poste, on voit le poste incriminé. On voit en fait que c'est un PowerShell, donc un invite de commande, hein, une sorte de shell, hein, sur un terminal, sur votre ordinateur, qu'il y a une initiation start bit transfer, donc en fait, le pirate essaie d'initier un transfert de données. Il y a un tiret priority foreground, donc en fait, il essaie de faire passer ce transfert de données devant tous les autres téléchargements, devant tous les autres transferts. Et puis, il y a une source. Cette source, c'est une source distante. Donc, en fait, il va chercher un logiciel malveillant et il vient, en fait, ici le déposer sur l'ordinateur. Et là, en l'occurrence, on voit que c'est A le Chevalier. Donc, en fait, il s'agissait d'un test effectué par un membre de notre équipe, juste pour générer cette alerte. Donc là, on voit qu'en fait, la date d'exécution du script qui est passé sur la machine a eu lieu en fait à 10h14 et 33 secondes. Et en fait, l'EDR a mis fin immédiatement à l'action malveillante du pirate, entre guillemets ici, fin de notre testeur, mais à 10h14 et 33 secondes. Donc ça, c'est intéressant déjà de comprendre en fait que l'EDR a une action instantanée, hein, vraiment sur une tentative de cyberattaque. Et on peut voir à gauche ici, vous voyez tout un tas de boutons. Et en fait, dans ces boutons, vous avez informer le client. Donc ça permet en fait de faire afficher un petit pop-up sur la machine qui a été infectée pour dire votre machine a été coupée d'Internet. C'est volontaire, ne vous inquiétez pas. C'est qu'en fait, il y a une suspicion de cyberattaque sur votre machine et votre prestataire de cybersécurité est en train d'analyser et va revenir vers vous. On peut analyser l'appareil à condition que vous ayez la couche EPP et la couche EDR pris chez le même prestataire et sur la même solution. On peut éventuellement même signaler un type de cyberattaque à l'industriel, hein, WithSecure. Donc là, en l'occurrence, F-Secure, donc il y a une entreprise finlandaise qui existe depuis à peu près 38 ans, qui se trouve en Finlande, pour qu'ils sachent qu'il y a des nouveaux types d'attaques, par exemple, qui arrivent. Et puis éventuellement, on peut même se faire assister par leurs équipes qui sont à Toulouse, exactement. Et vous voyez, il y a un bouton appareil isolé, libéré. Donc en fait, le SOC va être en mesure éventuellement de libérer la machine de son isolation. Donc, comment c'est possible alors que la machine, elle a été isolée d'Internet, que mon SOC à moi, enfin mes collègues d'Angoulême, hein, soient capables de désisoler des machines à distance. En fait, il faut vraiment comprendre comment l'EDR fonctionne. En fait, sur un ordinateur, vous avez 65 535 ports sur le firewall de l'ordinateur. Donc ça, tout ordinateur, en fait, a ce type de fonctionnement. Et sur les 65 535 ports de votre firewall, en fait, l'EDR, il va couper tous les ports, il va fermer tous les ports, donc tous les flux. Il va garder simplement un port choisi, en fait, volontairement dans un nombre un petit peu difficile à trouver, hein, une chance sur 65 535. Et il va créer à partir de ce port, il va pas s'arrêter juste à cette démarche de sécurité, il va monter un tunnel sécurisé de communication entre la machine et F-Secure qui se trouve en Finlande.
Et de là, le SOC qui se trouve à Angoulême, en fait, va communiquer avec le SOC, enfin avec le système F-Secure qui se trouve en Finlande, et pouvoir avoir des actions à distance. Le fait qu'il y ait un mouvement tripartite comme ça permet d'assurer en fait un niveau de sécurité plus important. Ça permet d'éviter aussi, par exemple, qu'un prestataire intégrateur puisse avoir chez lui des équipes qui puissent être malveillantes ou compromises et puissent avoir des actions malveillantes sur votre machine par le biais de WithSecure. Donc, maintenant, si on se parle un petit peu de Security Operations Center et de solutions d'EDR, bah, il y a une question qui revient souvent, c'est quelle solution choisir? Et en fait, j'ai envie souvent de répondre à mes clients. L'important, c'est pas vraiment quelle solution choisir, c'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, généralement, c'est plutôt quel intégrateur choisir. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Lorsque vous déployez un EDR, on a vu que c'était très impliquant, parce que s'il est mal paramétré, bah déjà potentiellement, il pourrait se mettre en carafe et isoler l'intégralité d'une flotte pour des raisons qui sont tout à fait illégitimes. Donc, si ça, on veut l'éviter, bah, il faut que l'intégrateur qui vous fournit en fait la solution soit un intégrateur qui soit capable de paramétrer finement l'EDR. Et pour qu'il puisse le paramétrer finement, il faut que votre intégrateur soit lui-même, j'insiste bien là-dessus, lui-même capable de faire du SOC. C'est-à-dire que votre intégrateur, ça ne doit pas être un intégrateur qui revend simplement des solutions antivirus et des solutions EDR et qui s'appuie sur le SOC d'une solution d'EDR, parce que par exemple Sophos, WithSecure, Bitdefender et tout ça ont la possibilité de fournir du SOC, mais si on s'appuie sur ces socs-là, ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas très attention forcément à la manière dont on va le paramétrer. La différence, en fait, avec un prestataire qui a son propre SOC, c'est que le prestataire qui a son propre SOC et qui va devoir le faire pour vous, c'est-à-dire qu'il va devoir en fait désisoler les postes et tout ça, bah, c'est lui qui va être le premier ennuyé lorsque vous allez avoir une alerte. Donc il a tout intérêt en fait à paramétrer de manière fine, et pour le paramétrer de manière fine, le fait qu'il fasse son propre socle le fait monter clairement en expérience sur la durée. Donc la première réponse à la question quelle solution choisir, je répondrais du coup commencer par choisir un intégrateur, et commencer par choisir un intégrateur qui a de l'expérience sur le SOC, pas un intégrateur qui fait du SOC simplement depuis un an parce que c'est devenu à la mode. Alors là-dessus, vous allez me dire, je suis pas très objectif parce qu'effectivement, on fait partie de ces intégrateurs. Donc, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on infogère du SOC, qu'on a des certifications expert cyber et puis ISO 27001, qui est l'ISO de la cybersécurité, et on a plus d'une dizaine de milliers de PP et de DR sous infogérance. Plus largement, on faisait du SOC depuis maintenant plusieurs années sur du firewall et d'autres outils de sécurité. On a plus de 2500 firewalls sous infogérance. La particularité du SOC chez nous, en fait, c'est qu'on est capable de faire une GTI, une garantie de temps d'intervention en 1 heure max. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est un point qui est intéressant en fait d'aller challenger, benchmarker quand vous sélectionnez un intégrateur, c'est quelle est la GTI, quel est le temps d'intervention que vous êtes capable de fournir à, à nous entreprises. Si demain j'ai une isolation sur toute ma flotte, en combien de temps vous êtes capable de me désisoler ou d'analyser ce qui s'est passé? Euh, il y a une deuxième donnée, c'est est-ce que votre intégrateur il est capable de faire du 24/7? Et en fait, curieusement, je veux dire, malgré le fait qu'on puisse en faire de notre côté, je veux dire que c'est généralement un faux problème. Parce qu'en fait, dans la majorité des cas, l'entreprise ne travaille pas en 24/7. Alors, c'est pas vrai pour les structures médicales, par exemple les hôpitaux, cliniques ou autres comme ça, mais la majorité des entreprises ne travaillent pas en 24/7. Donc, le fait que votre prestataire ne soit pas capable de faire du 24/7, c'est pas forcément si grave, puisque finalement, votre EDR, lui, il va dans tous les cas isoler en instantané. Une fois que la machine est isolée, de toute façon, il peut rien se passer. Le pirate ne pourra rien faire de plus en fait sur la machine. Donc que vous attendiez en fait le lundi matin pour que si c'est par exemple il y a eu une attaque le dimanche pour que en fait le SOC intervienne, en quelque sorte, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave. Le plus important, c'est que votre SOC soit capable d'intervenir en un temps record pendant en fait vos heures d'ouverture. Ensuite, quelle solution choisir? Là-dessus,
il y a un petit peu plus d'objectivité, puisque en fait, autant je travaille pour un prestataire, autant on choisit quand même les solutions qu'on déploie. Les solutions en fait qu'on déploie chez nous en fait à répondre à un cahier des charges qui a été très précis et très exigeant dans le choix des solutions. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fait notre choix de solution et ça sera à vous de juger si c'était éventuellement un cahier des charges qui était correct. Euh, Déjà, en fait, dans le cahier des charges des EPP EDR qu'on a souhaité mettre en place, on a décidé de choisir que des solutions qui avaient des taux de 100% de taux d'arrêt par rapport à toutes les menaces auxquelles on les a soumis. Ça, c'était critère numéro un, on veut de la sécurité. Deuxième point, on souhaitait absolument avoir un industriel qui était capable de séparer la logique de développement de son EPP et la logique de développement de son EDR. Pourquoi? Parce que un EPP, la manière dont on programme un EPP, c'est pas la même philosophie que programmer un EDR. Et on a chez nous en fait on pense que en fait les EPP qui sont en même temps des EPP avec du DR en gros, c'est pas réellement le fonctionnement tel qu'on devrait le concevoir. Mais ça, c'est vraiment lié à notre philosophie. Il peut y avoir d'autres manières de penser. Ensuite, ce qu'on voulait absolument, c'est avoir une lisibilité très forte et très profonde sur les attaques. On veut savoir en fait qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque chez un de nos clients. On veut savoir si par exemple il y a un de ses postes qui est attaqué par l'extérieur. On veut vraiment comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu en fait là avec WeSecure, on avait un niveau de lisibilité qui était assez sympa. Ensuite, idéalement, on aimerait proposer une solution qui soit française si possible, et sinon à minima européenne. Mais c'était pas un des critères numéro un parce que souvent, notamment par exemple sur les outils comment dire de firewalling, d'autres outils de sécurité, vous allez remarquer qu'en fait dans notre scope de partenaires, on a quand même pas mal de solutions américaines. Pour la partie EDR, c'était simplement un petit plus. Donc là, en l'occurrence, quand on a choisi WithSecure, on n'est pas allé vers des solutions françaises pour différentes raisons, hein, mais pour WithSecure, en fait, on allait en Europe et en fait, exactement, on allait enfin, dans l'OTAN, dans l'Union européenne et dans l'OTAN, parce que la Finlande, il faut rappeler que c'est quand même la même alliance stratégique militaire que la France. Voilà. Bon, après, pour la petite histoire, oui, Secure, du coup, donc on a mis à peu près 23 solutions en benchmark, hein, 23 solutions différentes en benchmark. Il y a eu un benchmark d'abord préliminaire, et puis après, en fait, sur un benchmark sur une petite dizaine, en fait, exactement 8 solutions qui a été plus approfondi. Et WithSecure nous a donné, en fait, un certain niveau de satisfaction qui a fait que on s'est dit que c'était une solution intéressante. Je vais vous montrer en fait un autre point qui fait qu'on a choisi cette solution-là, c'est qu'en fait, il embarque un module qui nous intéressait particulièrement aussi sur la partie EPP. Vous voyez, sur mon poste, en fait, ici, j'ai WithSecure et j'ai en fait ici un petit logiciel qu'on appelle un software updater. Et vous allez voir qu'en fait, ici, bah, le software updater, il a choisi tous mes logiciels comme TeamViewer, Mozilla et tout ça, et il les patch au fur et à mesure que les vulnérabilités sont publiées sur Internet. C'est-à-dire que chaque industriel, chaque éditeur en fait de logiciels, Google, TeamViewer, enfin Teams et compagnie, Adobe, tout ça, en fait, quand ils détectent dans leur code une vulnérabilité qui fait que le logiciel peut être attaqué et représenter une menace pour le poste, ils publient une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle est extrêmement dangereuse, puisque vu qu'elle est publiée publiquement, bah, toute la piraterie est au courant. Donc, il est super important dans l'hygiène de cybersécurité de patcher et de mettre à jour systématiquement vos logiciels et de le faire le plus rapidement possible après qu'une CVE ait été publiée. Donc là, dès qu'une CVE est publiée, le système est connecté en fait à des comment dire des sources de CVE quasiment en temps réel et est capable, vous voyez, en fait là, de faire les mises à jour au fur et à mesure qu'elles arrivent. Là, la dernière pour moi, en fait, ça a été TeamViewer qui a été mis à jour aujourd'hui à 9h28. Voilà pour ça. Et puis bah du coup, juste parce que on vous fournit ce webinaire gratuitement, on en profite quand même pour présenter la structure. Hein, la structure du coup ressemble à ça. C'est un groupe qui existe depuis 38 ans. On fait de l'informatique à différents niveaux. Et on intervient sur tout le Grand Sud-Ouest. Hein, vous pouvez voir la petite carte. On fait des croissances qui sont plutôt sympas, à 12,5% de croissance. Et on est 250 collaborateurs, dont une grande partie d'ingénieurs. D'ailleurs, même nos commerciaux
commerciaux enfin, sont recrutés avec un certain bagage technique. Et en termes de cybersécurité, voilà un petit peu le pédigré, on va dire, de la structure, puisque du coup, on a un certain nombre de certifications, notamment ISO 27001, qui est extrêmement exigeante, hein, qui est l'ISO de la cybersécurité. D'ailleurs, on peut lire le titre, Information Security Management, encadrement de la sécurité des données. Voilà. Au niveau de WIS-Secure sur la solution EPPEDR qu'on a choisi, on a un partenariat Platinum qui est un des niveaux de partenariat les plus élevés. Je vous propose de vous céder la main et puis en fait de vous laisser poser vos éventuelles questions. Il y en a une qui m'a été posée juste avant le webinaire. Quelqu'un qui connaissait un petit peu l'EDR et qui m'a demandé, mais du coup, si je mets un EDR, en fait, j'ai plus besoin de firewall. Euh, comment dire? Non, ce n'est pas vrai. Effectivement, avoir un EDR, ça permet de beaucoup mieux dormir. Maintenant, est-ce qu'un EDR ça veut dire en gros de ne pas avoir de firewall? Bah non, parce qu'en fait le firewall il va pas servir que à faire de la cybersécurité. Mais surtout il faut comprendre un truc, c'est que l'EDR, d'ailleurs c'est Guillaume Poupard qui le disait, hein, Guillaume Poupard, l'ancien dirigeant de l'ANSSI, ancien aussi directeur technique de la DGA avant, direction générale de l'armement, qui avait un wording assez militaire. Il disait en fait la dernière bataille, elle aura toujours lieu sur le endpoint, sur le point de terminaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que finalement le pirate au dernier niveau, au moment d'attaquer réellement, il sera en fait sur une machine. Mais cette notion de ligne, elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, votre firewall, il vient en première ligne avant le DR. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nomadisme, donc on est moins derrière le firewall et qu'on peut plus facilement le contourner. Pour autant, votre firewall, quand même à pas mal de choses. Il sert, par exemple, à vous authentifier sur un réseau, à faire en sorte que votre communication, elle soit chiffrée. Il y a un deuxième sujet, en fait, cette question, je remercie la personne qui l'avait posée, parce qu'en fait, elle permet d'ouvrir sur un deuxième point. Est-ce qu'avoir un EDR, en fait, me permet de me protéger globalement contre à peu près tout? Non, non. L'EDR, en fait, il va vous protéger la machine. Il va vous protéger votre serveur, il va vous protéger votre ordinateur. Mais aujourd'hui, il faut se rappeler d'un truc, c'est que 97% des entreprises françaises ont adopté, par exemple, Microsoft 365. Et le problème, c'est que Microsoft 365, si vous avez un pirate qui compromet un compte 365, à aucun moment il a besoin d'accéder à votre machine. Et si vous avez du SharePoint, qui remplace maintenant beaucoup les serveurs de fichiers, le problème c'est que votre pirate, avec un compte Microsoft 365 compromis, il va être capable d'aller compromettre aussi vos données sur le SharePoint, donc sur éventuellement l'un des cœurs de données de vos systèmes d'information. Donc l'EDR est extrêmement important aujourd'hui, une véritable nécessité. C'est comme un antivirus il y a quelques années. C'est très important d'avoir un EDR, surtout dans une entreprise qui est beaucoup plus ciblée encore que le particulier. Mais pas suffisant. Il faut aussi avoir des systèmes de protection des univers 365. D'ailleurs, WithSecure propose en fait des modules Collaboration Protection qui sont spécifiques pour protéger l'API 365. Donc en fait, ça s'installe pas sur le poste, ce module-là. Il vient en fait se plugger sur le compte 365 d'un utilisateur, des utilisateurs de manière générale, et il vient scruter l'API en fait. Il vient scruter l'API de Microsoft, donc il intervient à un autre niveau. Autre point, tout bête, j'ai un EDR sur ma machine, c'est bien, mais mon smartphone, qu'est-ce qui se passe? Le smartphone, il faut quand même se rappeler que vous avez sur vos smartphones les boîtes mail, vous avez les contacts de votre société, votre répertoire, et tout un tas de choses. Du coup, en fait, il faut protéger aussi idéalement les smartphones. Envoyer en fait une pièce jointe malveillante sur un smartphone avec un payload, c'est tout à fait possible. Et je rappelle vraiment que le payload n'étant pas un logiciel, même en passant dans les sandbox des anti-spam, en fait, il ne sera pas forcément détectable. D'ailleurs, si vous prenez un payload qui est bien foutu et que vous allez sur ce site-là, que je vais vous montrer, hop, que vous allez sur Virus Total. Donc, Virus Total, c'est un système qui permet en fait de scanner une pièce jointe avec tous les antivirus du marché. Si je descends un petit peu, hop,
que je vais chercher, je vais refaire ma petite ligne de commande, tenez, pour vous montrer, ce sera une petite démo de la fin. Hop, je refais ma ligne de commande, il marquerait ici un truc, je fais passer ce truc-là dans Virus Total. Hop, voilà. Et en fait, là, Virus Total vient le scanner avec 60 antivirus du marché. Et tout passe au vert. Alors là, c'est tout à fait légitime, hein, parce que ce que je viens de mettre dedans, c'est pas un payload. C'était simplement comment dire, un point TXT. Mais du coup, un payload bien foutu, en théorie, en fait, il va passer ouais, facilement 90% en fait des antivirus du marché. Alors certains vont parfois être capables d'en détecter un, mais voilà, un qui est bien fait, normalement, il passe au travers de tous les antivirus, donc y compris par un mail. Est-ce que il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous remettre ici mes coordonnées. Hop. Et puis bah écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour le temps consacré. Vous allez recevoir une petite étude de satisfaction derrière. J'espère ne pas avoir été trop long, pas avoir été trop sur des termes techniques, trop de cycles. N'hésitez pas à nous faire un petit retour pour que je puisse m'améliorer sur les prochains, voilà, les prochains webinaires. Et bah écoutez, au plaisir et à très bientôt. Ah, j'ai une question. Merci. Merci monsieur pour votre manifestation.